Peut-être. Enfin, savoir de quoi on va parler. L'idée, c'est de faire une comparaison de deux systèmes évolués. Donc, on parle de systèmes embarqués, mais sur des puissances de calcul relativement importantes, qui sont utilisés dans l'industrie ou dans des choses approchantes, dans tout ce qui est consumer, automotive, etc. Et faire un petit comparatif sur quelques critères. Et à la fin, avoir une synthèse, un tableau de synthèse pour savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser suivant les cas, suivant les projets, suivant les domaines d'application. Donc moi, je suis directeur technique de la société Smile, ECS, donc la division qui s'occupe uniquement de systèmes embarqués, qui signifie Embedded and Connected System. Donc je suis aussi prof, enseignant, formateur sur pas mal de technologies, Yocto, Driver Linux et Android, justement, sur tout ce qui est... Alors Android, pas développement d'application, mais Android AOSP, c'est-à-dire Android System. Et puis j'écris des bouquins sur Linux embarqué, comme vous pouvez voir. Ça, c'est la couverture du dernier. Et totalement à droite, vous avez la dernière version du livre blanc publié par Smile sur Linux embarqué, qu'on aurait dû avoir aujourd'hui, mais que l'imprimeur ne nous a pas livré. Donc il est toujours en PDF. Mais on l'aura peut-être demain, on ne sait jamais. Voilà. Bon, moi, je n'étais pas forcément pour l'imprimer, mais bon, de toute façon, on ne l'a pas, donc pour l'instant. Voilà, voilà. Alors, pourquoi... je vais pouvoir... Ah ben non, on ne va plus m'entendre. Ouais, si tu as un micro... Ah ben voilà, je peux bouger un peu. Allô, allô. Ça marche ? Ouais, c'est bon. Alors, pourquoi comparer les deux ? C'est relativement... C'est-à-dire, quand on connaît un peu... Quand on connaît Linux, on sait utiliser au niveau système, je parle. On sait utiliser Android. Et en tout cas, si on veut faire du développement Android, AOSP, donc du développement Android système, il vaut mieux avoir des compétences en Linux. C'est une bonne chose. Donc il y a quand même des similitudes. Mais Android, contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas une distribution Linux particulière. Ça a une architecture similaire, vous allez voir. Mais c'est quand même pas du tout la même chose. Là, le principal point commun, c'est que les deux sont basés sur un noyau Linux, qui est... comment Google a sa propre version du noyau Linux, mais c'est pas pire que les BSP que vous pouvez récupérer pour Yocto, où il y a aussi des versions... Alors, c'est pas du noyau mainline, hein, c'est des noyaux un petit peu adaptés. Les deux sont considérés comme open source. Disons que AOSP, on peut considérer que c'est open source jusqu'à une certaine mesure. Pas totalement, pas autant que du Yocto ou autre. Dans les deux cas, on a des BSP, donc BSP Board Support Package, pour la plupart des SOC et des références design, des vendeurs de cartes. Ils ont aujourd'hui, la plupart ont à la fois un BSP Yocto, Linux et Android. Parfois, certains ont même des BSP plutôt Android et plutôt Yocto, suivant le domaine d'application. Et puis, quand Google a introduit Android dans autre chose que la téléphonie, ils ont considéré que ça peut être, c'est vrai que ça peut être dans certains domaines d'activité, des très bons remplaçants de solutions Linux qui étaient déjà sur la place. Alors, en particulier la télévision numérique. Les set-top box sont traditionnellement sous Linux depuis des années. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de télé. Enfin, il y a des télévisions qui sont sous Android TV. Bon, je ne suis pas super fan, pour en utiliser une de temps en temps. Mais bon, ça existe. Hein, c'est l'offre free, hein, les Android TV de chez Free. Hein. Les petites boîtes, là. Bon, ça fonctionne, on va dire. Et puis, il y a un nouveau domaine qui prend de l'ampleur. C'est tout ce qui est automotive. Alors, ne pas confondre Android Automotive OS avec Android Auto, qui est une application que vous avez peut-être sur vos véhicules, si vous avez un téléphone Android. C'est l'équivalent de CarPlay pour Apple. Là, c'est un OS complet qui va être recompilé pour être exécuté dans le système, ce qu'on appelle le EV, le système d'information de l'automobile. Donc ça se développe pas mal. Alors, on peut être pour ou contre, mais le fait est que c'est comme ça. Et puis l'approche Android, elle semble... Alors nous, on l'a vu avec des clients, elle semble être à la fois alléchante et beaucoup plus simple parce qu'il y a tout un
tout un business qui s'est développé autour de la téléphonie avec les applications. Sauf que dans le cas de la téléphonie, il y a des centaines de milliers d'applications. Dans le cas de l'automotive, en tout cas, si vous regardez le market Android Automotive OS aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Bon, alors je ne sais pas si on peut... Autant c'est sympa d'avoir des applications sur son téléphone, autant avoir Facebook sur son tableau de bord, pas forcément un gros intérêt. Mais bon, ça peut faire rêver certains. Il n'est pas interdit de rêver. Donc le premier critère, c'est les domaines d'application. Donc j'ai cité pas mal de domaines d'application pour Linux. Bon, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. La différence notoire avec Android, que vous voyez un peu en dessous, c'est que dans Linux, on est plus orienté sur des solutions industrielles. Déjà, dans Linux, si on fait du Linux, on n'est pas du tout obligé d'avoir une interface graphique. On peut faire du temps réel, Linux RT. Il supporte largement la comparaison avec des systèmes temps réel classiques, VxWorks, LinksOS ou autre chose. Et on arrive à générer des empreintes mémoire, des footprints assez raisonnables, et c'est surtout très customisable. Si vous utilisez Yocto, par exemple, vous allez pouvoir faire des images suivant vos besoins, qui vont être entre 10 mégas et quelques centaines de mégas. C'est très très facile à manipuler. Sur Android, c'est autre chose. On ne se focalise pas du tout sur les mêmes critères. C'est une belle interface graphique que tout le monde connaît. Tout le monde sait utiliser. Enfin, moi, j'aime pas trop. Moi, vous voyez, je parle d'Android, mais j'ai un iPhone. Donc, je ne suis pas très fan de leur interface, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est plutôt du calculateur haute performance avec des empreintes mémoire importantes. Alors, je n'ai pas mis à jour sur Android 11 l'image que vous générez quand vous utilisez l'émulateur, c'est 5,5 gigas. Je ne peux pas parler trop de système embarqué dans ces cas-là. Voilà. Donc, c'est très différent au niveau de ce domaine d'application. Donc, en conclusion, alors chaque fois que je vais parler d'un domaine, je vais faire une conclusion. Si vous voulez utiliser Android, c'est lorsque vous avez besoin d'une interface graphique. Il n'y a pas d'autre solution. Sur Android, oubliez, même si on peut lire ça parfois quelque part, oubliez de l'utiliser sans interface graphique, ça n'a aucun sens. L'intérêt, c'est d'avoir une interface graphique. Si vous voulez faire du temps réel, alors j'ai mis RT-OS parce que ce n'est pas forcément temps réel. Si vous voulez faire du temps réel ou quelque chose qui s'en approche, là, il faut utiliser Linux. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'alternative. Je vais faire comme ça, voilà. Alors la big picture entre les deux au niveau de l'architecture. D'un côté, bon, vous avez un Linux qui est relativement simple avec user space, le noyau Linux et des bibliothèques qui vont permettre aux applications de faire des accès à des drivers. Bon. C'est assez proche sur Android. La seule importante différence, c'est le côté HAL. Alors cette partie HAL, c'est une couche d'abstraction, dans Hardware Abstraction Layer, qui permet au système Android d'éviter d'avoir des dépendances au niveau licence, entre autres, par rapport au noyau Linux, qui est un noyau sous GPL, donc licence contraignante avec copyleft, dans laquelle, en théorie, chaque fois que vous développez quelque chose, il faut publier le code source à celui qui reçoit le binaire. Donc ça, ce n'est pas des trucs que l'industrie, déjà de la téléphonie, accepte facilement. Je ne pense pas que ce soit beaucoup mieux dans l'automotive. De ce fait, on a la fonctionnalité driver dans Android, elle est repoussée vers le user space, c'est-à-dire au-dessus, vous voyez, les native libraries. Les drivers sont beaucoup plus simples. On va plutôt développer des drivers, ce qu'on appelle les drivers user space. Alors ça existe dans Linux, de plus en plus. On a des cas, j'en ai eu plusieurs cette année. Ça s'appelle UIO, User Input Output, qui permet à des gens de développer des SDK pour des applications Linux, et ils ne sont pas du tout obligés de publier puisque c'est un user space. Donc c'est pas sous licence GPL. Mais sous Android, ça a toujours été comme ça. C'est un truc. Alors ça a d'autres avantages, c'est pas uniquement que pour les licences, mais ça en fait partie. Donc voilà un petit focus sur Android avec un schéma. Bon, c'est un peu technique, mais sans plus. Donc vous avez l'application qui sont écrites en Java pour la plupart ou en Kotlin de nos jours. Mais enfin, quand vous prenez Android, les sources Android, c'est plutôt du Java, des applications standards. Vous avez un framework applicatif sur lequel vous avez un service associé. Il y a beaucoup plus de couches. En fait. Vous voyez ici la partie bleue, c'est le framework Android.
Après, vous avez une partie device independent, la partie verte. La première partie verte dans laquelle on voit libraries. Donc vous avez ce que je disais, un runtime qui est une bibliothèque fournie par Google. Et après, vous avez une partie device dependent qui va être aussi une bibliothèque qui est fournie par le fabricant, ce qu'on appelle le vendor. Donc c'est beaucoup plus complexe au niveau des couches. De fait, en plus, si vous faites du Java, si vous écrivez votre appli en Java, vous ne pourrez jamais accéder à un driver directement. Donc cette architecture techniquement est nécessaire dans tous les cas. Bon. Ce qui est différent, ce qui est particulier, c'est ce côté Google, puis donc device indépendant, et après le côté vendor, et qui a été encore plus développé ces dernières années. Donc c'est la HL qui change tout. C'est plutôt, si vous voulez vous affranchir des problèmes de driver, faut plutôt utiliser dans l'Android. Mais il y a quand même une petite partie qui est en kernel space, mais vous pouvez faire beaucoup plus de choses en user space. D'ailleurs, il y a très très peu de développement Android basé sur le kernel. Les gens qui font du kernel, même de l'AOSP, enfin qui font de l'Android, pardon, même de l'AOSP, ils font très très rarement des drivers. Ils vont plutôt développer des API user space. Alors, le côté licence. Le côté licence, c'est extrêmement important pour les projets industriels, bien sûr. Donc tout ça, c'est un petit rappel, parce que j'imagine que si vous êtes dans cette salle et dans cet environnement, vous connaissez les problèmes de licence. Donc il y a GNU Linux, il utilise principalement... Alors il y a des licences qui sont basées autour de la GPL, ce qu'on appelle des licences avec copyleft, c'est-à-dire celle du kernel, par exemple, qui vous oblige à publier tout ce que vous modifiez. En gros, c'est à peu près ça, ou tout ce que vous développez. Android, il utilise la licence Apache pour son framework, ce qui est beaucoup moins contraignant. Et aussi, il utilise des binaires. Donc quand vous prenez AOSP, même pour un téléphone, un Pixel ou autre, vous allez compiler AOSP, le mettre sur votre téléphone. Alors il y a des versions déjà prêtes, hein. Mais si on s'amuse à recompiler, une fois qu'on va vouloir l'utiliser, avec l'accélération graphique et autres, il va falloir télécharger des drivers propriétaires. Et comme c'est dans le user space, ça ne pose pas de problème. Bon. Et de toute façon, Google, il n'aime pas trop le côté GPL. Ils ont même remplacé des outils système qui sont sous GPL, mais qui ne posaient pas vraiment de problème, par des outils qui ne sont pas sous GPL, qui sont sous licence BSD ou équivalent. Bon, par contre, si vous faites des développements kernel, ça reste un noyau, le Linux. Donc là, l'architecture Android, elle est également développée, conçue pour éviter des problèmes de licence. Parce que c'est vrai que dans Linux, on peut avoir, nous, nos clients, pour lesquels on fait beaucoup, surtout du Linux, il y en a quand même pas mal qui ont eu des problèmes de licence, qui se sont posés des questions au moment de vendre leurs produits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a conçu une architecture qui est pas légale au niveau redistribution? Et ça peut arriver, quoi. Par exemple, le problème de GPL v3 quand vous faites du Qt, qui est une solution pour faire, peut-être la solution pour faire de l'IHM sous Linux, c'est de la GPL v3 qui pose des gros problèmes quand même de documentation de ce que vous redistribuez. Donc c'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais il y a des vrais problèmes avec ça. Donc dans Android, vous n'avez pas ça, parce que les bibliothèques, elles sont fournies par Google. Bon. Alors si vous voulez pas avoir de problème de licence, vous utilisez Android et tout est... C'est un peu comme Microsoft. Enfin, je ne veux pas dire du mal, puisque Microsoft, ils font de l'open source maintenant. Mais... ça se rapproche quand même beaucoup plus du propriétaire, Android. Donc... Vous n'avez pas trop à vous poser de questions. Alors la sécurité, bien sûr, c'est un sujet clé pour tout ce qui est device connecté, que ça aille du téléphone, du capteur ou jusqu'à l'automobile. Et là, il y a énormément, dans l'écosystème Linux, il y a beaucoup de composants, j'en ai cité juste quelques-uns, SELinux, Mac, dmVerity, etc. Dans Android, ces composants sont déjà activés. On ne peut pas ne pas les utiliser, sauf si vous faites des tests en mode développeur. Et Android nécessite un boot sécurisé et l'application est exécutée dans un sandbox. Alors, je ne dis pas qu'Android est plus sécurisé. Android est plus sécurisé parce que par défaut,
C'est déjà fait. Donc là, c'est bon, c'est un peu technique. Je vais assez rapidement. Chaque fois que vous voulez, par exemple, créer un driver qui n'existe pas dans le système, et il faut le déclarer au niveau SE Linux pour que le domaine correspondant au fichier driver puisse être utilisé par une application non sécurisée, ce qu'on appelle les untrusted apps. Donc, il faut faire des règles, recompiler l'image, c'est compliqué, quoi. Ouais. Bon, ben on va aller faire plus vite. Voilà. Conclusion, il y a un niveau de sécurité plus élevé avec Android, mais avec des outils Linux. Bon, le build system, il n'y a pas grand-chose à dire. Les deux systèmes utilisent des build systems, alors sauf si vous prenez des distributions. Android a son propre build system. Il n'est pas très configurable, c'est fait pour faire des ROM, donc c'est pas comme Yocto. Et surtout, on ne peut pas ajouter, enlever des packages, c'est relativement monobloc. C'est 80 Go pour Android 11. Pourquoi? Parce qu'on a tous les sources intégrées, ce qui n'est pas le cas avec Yocto. Voilà, alors ça c'est un petit schéma qui parle d'un sujet qui est complexe dans Android, c'est la fragmentation des versions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des BSP qui vont être fournis avec une version qui ne vont pas forcément évoluer aussi bien que d'autres. Et donc c'est compliqué de gérer ces versions. Parce que mettre à jour un device Android, c'est complexe. Puis s'il y a un sujet, voilà, donc c'est plus simple avec du Linux parce que c'est plus configurable. Bon, dans Android, c'est simple parce que comme tout est développé par Google, vous avez une approche qui ressemble à ce qu'on fait avec du propriétaire. Tous les outils sont documentés, fonctionnent plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup de docs sur la partie AOSP. Mais dans Linux, pour ceux qui en ont fait, bon, il y a plein de choses, peut-être trop. Faut apprendre, faut customiser, il faut être formé. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être formé sur Android, mais disons que l'approche d'Android dans ce cas-là, elle est plus proche de ce qu'on fait avec des OS propriétaires. Et puis, alors, quand vous faites un produit, là c'est vraiment important, on va dire que sur Linux, à part les problèmes de licence, il n'y a pas de gros problèmes, si vous respectez les problèmes de licence. Il y a un problème très important dans Android, c'est la certification. Si vous voulez utiliser la marque Android, vous êtes obligé de faire certifier votre device. Et ça c'est très long, c'est très compliqué, il faut dérouler plein de tests, se faire aider par un laboratoire qui est payé par Google. Google peut vous dire non sans expliquer pourquoi. Et vous êtes obligé d'utiliser des versions très récentes. Par exemple, aujourd'hui, il y a la 12 qui est sortie, là, il y a quelques semaines. Vous pouvez certifier la 11, mais plus la 10. Donc vous pouvez certifier la 12 et la 11. Et il y a une fenêtre comme ça. Donc si vous avez travaillé en 10, vous n'avez pas fini la certif, et vous pouvez tout recommencer, passer en 11 ou en 12. Et ça, c'est complexe, quoi. Ça coûte très cher. Sauf si vous voulez ne pas certifier, à ce moment-là, vous ne dites pas, c'est pas Android, c'est AOSP, puis bon, voilà. Bon, voilà. Bon, et là, c'est sans contrainte de licence. Ah, c'est absolument sans contrainte. Le seul truc, c'est que si vous utilisez AOSP, vous n'aurez pas accès au GMS, Google Mobile Service, donc pas de market, pas de... Mais moi, je connais des gens je discutais devant la porte, là, il y a un client qui fait du médical, il a pris ça pour son interface graphique. Il ne veut pas installer Facebook sur son système médical, donc ils s'en foutent. Ouais, écosystème, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas d'écosystème avec Android, donc c'est simple, ou pas grand-chose. Et puis voilà, donc la conclusion générale, après on peut prendre une question, ouais. C'est qu'Android, c'est pas vraiment un OS ouvert. C'est très difficile à adapter au niveau système, très peu d'experts, certification très coûteuse. Donc, il y a la pression, souvent une pression de marketing pour utiliser Android, parce que tout le monde, y compris les patrons, ils ont des téléphones Android, ils veulent la même chose en fait sur leur truc. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà la synthèse finale. Bon, j'ai fait des petits bonhommes, des petits émoticônes. Vous pouvez voir les comparer. Si vous avez des questions, on peut même revenir sur des slides. Est-ce que dans la salle, il y a une question là? Allez. Une ou plusieurs. Sinon, je peux revenir sur des slides. Parce qu'on avait 20 minutes plus 10 minutes, c'est ça, de questions? Non, tout de suite derrière, c'est à 20, on a... Ah, il n'y a pas de questions?
Ah, je croyais qu'il y avait un petit laps de temps pour les questions. Là, Ah, mais non, je confonds avec une autre conférence. 17h20, 17h20, on a construire une data fabrique. D'accord, bon, on va voir. Ah. C'est vous la data fabrique? Bah, écoute, je pense que c'est super intéressant. Moi, j'ai bien compris. On peut applaudir. Merci.